Monsieur le ministre, on est toujours heureux de vous accueillir devant notre commission, cette fois-ci donc pour évoquer le projet de loi relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. On ne va pas revenir sur la genèse difficile, compliquée de ce texte, dont la présentation a été maintes fois retardée, ce qui a du reste pour principale conséquence d'en faire une loi de programmation qui, pour l'instant, ne programme que sur un an, à savoir sur l'année 2022. On me dit qu'il va y avoir des changements sur ce sujet, et peut-être que vous nous en direz plus. Ce texte comporte toutefois de nombreux aspects positifs, dont certains répondent à des recommandations formulées maintes fois depuis plusieurs années par notre commission, et je veux saluer en la matière les travaux d'Henri Drincourt et Hélène Conway, puis de Jean-Pierre Vial et Marie-Françoise Pérol-Dumont, dont nos deux rapporteurs, Hugues Saury et Rachid Kemal, ont pris la relève depuis la fin de l'année dernière. Ainsi, les grands principes de cette politique auxquels nous sommes très attachés sont réaffirmés. Dans un monde de plus en plus chaotique, où certaines puissances refusent de participer pleinement à la communauté internationale, cherchant sans cesse à tirer avantage des crises qui se succèdent sans répit, la France, quant à elle, tente de jouer sa partition en soutenant le multilatéralisme et la lutte contre les inégalités mondiales. Nous sommes particulièrement attachés à l'aide aux pays les plus pauvres, notamment sur le continent africain, auquel nous sommes liés par l'histoire et dans lequel se concentrent, hélas, bon nombre des grands défis futurs à maîtriser. Nourrir, soigner, former, tel est bien le triptyque prioritaire que ce projet de loi doit mettre au centre de notre action, sans négliger, bien évidemment, et les défis environnementaux et les autres biens publics mondiaux qui, dorénavant, constituent des objectifs de premier plan. Le projet de loi s'efforce également, sans toujours, selon nous, y parvenir totalement, de préciser l'organisation et la gouvernance de cette politique. Celle-ci implique en effet 2 ministères, au moins 2 agences, l'AFD et Expertise France, ainsi que de multiples organismes de coordination, du Conseil de développement au Conseil national de développement de solidarité, en passant par le CICID et par la CNCD. Votre choix, Monsieur le ministre, a été de conserver l'ensemble de ces couches de gouvernance, en tentant toutefois d'en clarifier le positionnement et le fonctionnement. On n'est pas encore totalement convaincu sur cet aspect. Nous y reviendrons avec les rapporteurs. De la même manière, il en va de même de la reprise en main de la gouvernance de l'AFD. Nous en sommes souvent entretenus. L'autonomie parfois excessive de l'agence, ainsi que son activité très orientée vers les prêts au bénéfice des pays à revenus intermédiaires, ont maintes fois été soulignées et discutées ces dernières années. Certaines des mesures avancées par le projet apportent un début de réponse, d'autres nous semblent parfois un peu timorées. Enfin, vous savez l'importance que nous accordons à l'évaluation et au contrôle de cette politique de développement solidaire. Il s'agit d'argent public et nous sommes là pour le contrôler. La création d'une commission indépendante est une très bonne chose et une avancée que nous souhaitons saluer. Reste à en définir plus précisément les contours et à s'assurer que le Parlement puisse, autant que le gouvernement, bénéficier pleinement de ces analyses. Monsieur le ministre, je vous propose de prendre la parole pour un exposé liminaire, puis nous aurons nos 2 rapporteurs, Hugues Saury et sans doute Rachid Kemal qui est en visio, en espérant qu'il va mieux, et nos autres collègues pourront ensuite vous interroger. Je précise à nouveau que cette audition est filmée et retransmise en direct sur le site du Sénat. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, enfin, vous l'avez dit, Monsieur le Président, cette loi était attendue. Elle a été plusieurs fois repoussée, mais elle a eu cette singularité, c'est que, d'une certaine manière, les budgets successifs l'ont un peu précédée par leur réorientation et par leur fluctuation positive, mais il fallait organiser, structurer,
identifié nos priorités et il est indispensable qu'il y ait cette loi, même si sa programmation ne va que jusqu'en 2022 en termes chiffrés est bien identifié dans le texte qui vous est proposé. Et si nous indiquons toujours à l'article 1, nous y reviendrons, qu'il y aura une réorientation chiffrée en 2022 sur les échéances suivantes, mais ça fait partie aussi du débat et des discussions que nous pourrons avoir. En tout cas, moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont, depuis 3 ans, travaillé à l'aboutissement de ce texte. Et je dirais que même si on a pris du retard, il se trouve que la convergence de la discussion de cette loi avec la crise que nous traversons est significative de l'interdépendance dans laquelle nous vivons et des enjeux des biens communs qui sont aujourd'hui au centre des crises de notre planète, que ce soit sur la santé ou sur l'environnement. Et cette situation rend la solidarité et l'entraide et la coopération encore plus nécessaires qu'auparavant. Moi, je suis frappé, je le dis parce que vous m'avez un petit peu orienté vers là, Monsieur le Président, je suis frappé du fait que l'influence, que nous vivons dans un monde de compétition exacerbée, que l'influence est devenue un enjeu de puissance majeur. J'ai dit à de nombreuses reprises qu'il n'y avait plus de hard ni de soft power, il n'y avait que des instruments d'influence et donc de puissance, et que le développement est devenu un enjeu d'influence. Et qu'il faut prendre conscience de cela, y compris un enjeu dans la conflictualité des modèles et des valeurs. Et ça rend ce texte d'autant plus pertinent dans le moment que nous traversons. Donc, il fallait revenir dans le jeu. Je pense que nous sommes revenus dans le jeu puisque maintenant, notre aide publique au développement a dépassé les 10 milliards d'euros par an. En 2020, nous allons être sans doute à près de 13 milliards, 12 milliards 8 à peu près, d'après les chiffres que je peux avoir à cet instant. Et donc, c'est un changement de braquet de notre politique de développement en termes de chiffres, conformément à l'engagement pris par le Président de la République. Dès le début de son mandat, nous allons porter notre APD à 0,55 de notre richesse nationale en 2022. C'était à 0,38 en 2016, je le rappelle. Ça montre l'effort qui a été parcouru. Et aujourd'hui, on estime que le rapport est à 0,48. Et nous avons tenu à maintenir notre engagement, y compris dans la crise actuelle, y compris en volume, puisque notre APD continuera d'augmenter en volume de plus de 18% entre 2019 et 2020, de plus de 33% entre 2020 et 2021. Et je pense qu'en cette année, mais il faudra attendre les bilans effectués par l'OCDE, je pense que cette année, nous allons dépasser le Royaume-Uni, nous placer au 4e rang mondial des bailleurs d'APD, donc nous revenons dans le jeu. Mais il ne s'agit pas uniquement de faire plus. Grâce à ces moyens renforcés, nous entendons aussi faire mieux. Ce projet de loi inaugure aussi un changement de méthode en profondeur dans le sillage des efforts de rénovation qui ont été engagés depuis le CICID, le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement, de février 2018. C'est un nouveau paradigme que je souhaite mettre en œuvre, avec des priorités clairement définies. Dans les priorités clairement définies, des priorités géographiques. Nous allons concentrer notre aide publique au développement en dons, en particulier vers les pays les plus vulnérables, en particulier les 19 pays prioritaires appartenant à la catégorie des pays les moins avancés, principalement situés en Afrique subsaharienne. Ces pays seront destinataires de la moitié de l'aide projet mise en œuvre par mon ministère, ce qu'on appelle les FSPI, qui est doté de cette année de 70 millions d'euros. Et ces pays bénéficieront des 2/3 de l'aide projet mise en œuvre par l'AFD, le total des aides projets de l'AFD étant de 816 millions d'euros en crédit de paiement en 2021. Et nous allons aussi renforcer notre soutien aux pays les moins avancés grâce à l'augmentation de 10% de notre contribution à l'Association internationale de développement de la Banque mondiale,
pour les mêmes objectifs, c'est-à-dire la priorité géographique à ces 19 pays que nous privilégions, considérés comme les plus vulnérables. 19 pays, 18 d'Afrique subsaharienne plus Haïti. Priorité géographique, priorité thématique. Partout où nous investissons, que ce soit dans les pays en développement, mais aussi dans les pays émergents, nous voulons investir dans l'avenir et dans nos biens communs. Ce qui veut dire, vous avez dit, Monsieur le Président, nourrir, former, soigner, ce qui veut dire, là, aujourd'hui, le renforcement des systèmes de santé primaire dans les pays les plus fragiles, et notamment dans la formation des personnels de santé, autour de l'ensemble de ce que nous avons initié dans le cadre de l'initiative Santé en commun, qui a permis d'améliorer la prise en charge des malades au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso, en RCA, à travers le soutien à l'ONG Alima, qui a permis de renforcer les laboratoires de référence de l'Institut Pasteur. Donc nous sommes dans une mobilisation autour de ce bien commun qu'est l'ensemble des systèmes de santé, en particulier la lutte contre la pandémie, pour reprendre un exemple de l'actualité actuelle. Dans les priorités thématiques, il s'agit aussi d'investir dans la préservation du climat et de la biodiversité. Grâce à l'augmentation de notre APD, depuis 2017, nous avons pu doubler notre contribution au Fonds vert pour le climat, 1,5 milliard d'euros à la fin du processus de notre doublement de participation. Sur 3 ans, on passe de 700, on avait investi 750 millions, on double notre participation de 750 millions sur 3 ans, ce qui nous permet d'ailleurs de renforcer notre crédibilité et notre engagement diplomatique dans les enceintes multilatérales, parce que ça ne sert à rien de dire qu'on va être acteur pour aboutir à un bon résultat de la COP26 si nous-mêmes ne sommes pas intervenants à un haut niveau dans les enceintes multilatérales dans ce domaine. Et l'urgence environnementale est une priorité absolue 5 ans après l'accord de Paris, au seuil d'une année 2021 qui va être déterminante, puisque cette année sera l'année du Congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui va se tenir à Marseille. Cette année, ce sera aussi l'année de la COP26 qui commence à se préparer et qui aboutira à Glasgow. Et c'est aussi l'année de la COP15 sur la biodiversité de Kunming en Chine, qui sera aussi un élément politique et majeur pour la planète. Dans cette rubrique de la lutte pour la préservation du climat et de la biodiversité, les financements de l'AFD sont bien sûr tous compatibles avec l'accord de Paris, mais nous nous sommes engagés à ce que la moitié des financements du groupe AFD contribuent directement, en plus de leur finalité première, à l'atteinte des objectifs de l'accord. C'est ce qu'on appelle les financements à co-bénéfice climat. Par exemple, lorsque nous participons à la construction d'un nouveau tramway dans une ville, nous faisons d'une paire de coups. Nous agissons à la fois pour faciliter la vie de ses habitants, pour le développement de la ville, mais en même temps pour le climat, puisque les transports publics permettent de réduire les émissions de CO2. Autrement dit, sur 2 € de financement AFD, il y a 1 € qui sert directement le combat contre les règlements climatiques, ce qui est quand même un chiffre très, très significatif. Je voudrais dire d'ailleurs ici que ce combat pour le climat, pour une croissance verte, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer au moment où nous avons parlé du Sahel en séance plénière à la suite de votre initiative, ce combat, nous le mènerons aussi au cœur du Sahel avec le projet de la Grande Muraille Verte qui a été initié en 2007, qui avait un peu retombé. C'était une initiative très forte à ce moment-là et que le One Planet Summit du mois de janvier dernier que nous avons organisé a permis de relancer en mobilisant 14 milliards de dollars sur l'avenir pour renforcer la résilience des populations face aux crises climatiques et permettre de lutter contre la désertification avec des projets ponctuels permettant de stabiliser les populations et de développer les aires naturelles protégées dans le massif du Tibesti au Tchad, par exemple, où on le fait actuellement, ou par la réintroduction de l'acacia dans les zones dégradées au nord Sénégal, ou par les projets d'agroécologie au Burkina Faso. Bref, cette logique-là commence à se remettre en mouvement et je suis particulièrement attaché à bien faire aboutir ce gigantesque projet qui va nous tenir plusieurs années, mais il faut qu'on puisse le développer en projet concret, en particulier sur la zone sahélienne, mais pas uniquement, puisque la Grande Muraille Verte va du Sénégal à Djibouti. Ce combat pour le climat, nous menons aussi, je le dis parce que je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes très vigilants, nous menons aussi dans d'autres pays qui sont des pays émergents. Le combat pour le climat.
Et je pense entre autres à la Chine et à la Turquie, qui sont des sujets que nous avons souvent abordés ensemble. Et je dois vous dire ici, peut-être par anticipation des discussions que nous pourrons avoir, que les prêts non concessionnels accordés par l'AFD à ces pays ne sont en aucun cas une faveur. Ce sont des prêts qui sont accordés au taux en vigueur sur le marché, mais avec des priorités qui sont les priorités que je viens d'évoquer, en particulier les priorités sur l'engagement climatique. Investir dans l'avenir et nos biens communs, je parle des priorités à mettre en avant, c'est aussi investir dans l'éducation. Nous sommes aujourd'hui le 3e bailleur mondial en faveur de l'éducation, avec une multiplication par 10 de notre contribution au partenariat mondial pour l'éducation, 200 millions d'euros sur 2018-2020, et il faudra se remobiliser rapidement, puisque le programme mondial pour l'éducation, le partenariat mondial pour l'éducation va se tenir cette année, et il va y avoir une conférence de reconstitution des ressources, mais cet engagement donne des résultats significatifs, tout à fait indispensables. Je pense en particulier au fait que ce partenariat mondial pour l'éducation a soutenu la scolarisation de plus de 22 millions d'enfants, et c'est particulièrement sensible dans les 19 pays que j'ai évoqués tout à l'heure. Enfin, la dernière priorité, c'est la promotion de l'égalité de genre, en commençant justement par l'égalité entre les filles et les garçons à l'école. Et c'est aussi un gage de stabilité pour notre société. Nous aborderons ces enjeux lors du forum Génération Égalité qui se tiendra dans quelques mois à Paris sous la présidence conjointe d'ONU Femmes et de la France. J'ai indiqué les priorités géographiques, j'ai indiqué les priorités thématiques, il faut les traiter ensemble, non plus dans une approche en silo, car la crise du Covid a montré leur enchevêtrement et donc a rappelé la nécessité pour nous de mettre en œuvre une approche transversale. Je parlais de nouveaux paradigmes, ce sont aussi des partenariats refondés. Et il ne s'agit plus seulement de faire pour nos partenaires du Sud, il s'agit de faire avec eux, pour une raison très simple, c'est que nous devons faire, d'une certaine manière, du co-développement parce que nous avons des responsabilités communes et des intérêts communs. Et nous devons l'assumer pleinement. Donc nous ne sommes pas dans une logique d'assistance, de charité, si je peux utiliser ce terme de manière négative, ce qui n'est pas généralement mon habitude. Il s'agit de faire en sorte que nous parlions de développement solidaire. En aidant nos partenaires du Sud, nous nous aidons nous-mêmes, car les réponses aux grandes questions du XXIe siècle se trouvent à la fois chez nous et chez eux, et donc il nous faut retrouver un cercle vertueux. Je pense par exemple au défi des migrations irrégulières et des tragédies humaines qu'elles occasionnent. On ne peut faire face à ce défi qu'en aidant la jeunesse du Sud à retrouver des perspectives d'avenir qui ne passent ni par le déchirement du départ, ni par les routes de la nécessité. Là encore, nous avons des responsabilités et des intérêts en commun. Et ce renforcement de la dimension partenariale de notre politique de développement est essentiel. Elle se joue aussi en France. Et ce partenariat va se traduire, vous ne l'avez pas évoqué, Monsieur le Président, mais je voudrais le dire ici parce qu'il est très important, par le fait que les acteurs de la société civile française se verront reconnaître un droit d'initiative qui leur permettra de proposer eux-mêmes des projets. Et le fonds de soutien de l'État aux organisations de la société civile et aux collectivités territoriales seront doublés entre 2017 et 2022, nous rapprochons ainsi de la moyenne du comité d'aide au développement de l'OCDE. Et nous voulons associer aussi à nos efforts les diasporas africaines en France, parce que nous considérons qu'elles ont un rôle crucial à jouer dans la nouvelle relation que nous voulons initiée avec l'Afrique. Elles seront elles-mêmes au cœur du prochain sommet Afrique-France qui se tiendra en juillet à Montpellier. Nouveau paradigme par un partenariat renouvelé, nouveau paradigme aussi par un renforcement du pilotage de la politique de développement par l'État, avec une chaîne de commandement et de responsabilité, je crois, clarifiée. Vous interrogez, Monsieur le Président, sur ce sujet, on va pouvoir en reparler, mais je crois clarifiée du plus haut niveau de l'État, avec le Conseil présidentiel du développement, qui donne les grandes orientations que la France veut voir mettre en œuvre dans sa politique de développement, jusqu'au plus près du terrain, grâce à une implication renforcée de nos ambassades. Et c'est inscrit dans la loi. Et c'est ce que, je crois, les uns et les autres, vous souhaitiez, et nous souhaitions, en tout cas, c'est ce que je souhaitais aussi personnellement. C'est le sens des conseils locaux de développement que nous allons créer dans chaque poste, singulièrement dans les 19 postes concernés par les 19 pays que je viens d'évoquer.
Ils sont présidés sur le terrain par notre ambassadrice ou notre ambassadeur. Ils veillent à la cohérence des efforts de l'ensemble des acteurs de l'équipe France du développement présents dans un pays donné, y compris bien sûr l'AFD, dans le cadre d'une stratégie qui décline nos grandes priorités en fonction des réalités locales et en tenant compte de la programmation européenne et de l'action des autres bailleurs internationaux. Je peux me permettre de donner un exemple. D'abord, j'ai fait savoir qu'une fois que ce texte sera voté, mais même en anticipation, à chaque déplacement que j'effectuerai dans les 19 pays concernés, mais aussi dans les autres, je présiderai moi-même le Conseil de développement avec l'ambassadeur ou l'ambassadrice. Et je souhaite aussi que soient associés dans ces conseils de développement, je ne sais plus si c'est dans le texte ou pas, après la discussion qu'on a eue à l'Assemblée, en tout cas c'est un souhait, les autres acteurs du développement, pas uniquement français, qui sont partie prenante de projets structurants. J'ai pu le faire, parce qu'il faut de la cohérence. J'ai pu le faire. Comment? Absolument. Je vais poser une question. J'ai fait, donc, et il faut le faire. J'ai fait un peu œuvre de laboratoire vendredi dernier à Niamey, puisque c'était l'installation du nouveau président, M. Bazoum, qui remplace le président Issoufou. Et j'en ai profité pour réunir autour de l'ambassadeur les acteurs du développement, et pas uniquement le français, y compris la déléguée de l'Union européenne, y compris ceux qui sont acteurs dans le territoire. Je pense en particulier en ce qui concerne le Niger, l'ambassadeur d'Allemagne, ses outils, etc., pour voir comment est-ce qu'on avance ensemble, y compris les acteurs locaux, qui sont directement liés au processus, parce qu'il faut du développement, une politique intégrée du développement, qui soit vraiment au cœur de la vie et des enjeux locaux, et non pas une politique en silo. Alors, nous étions un peu spécialistes de la politique en silo. Au niveau mondial, c'est extrêmement généralisé, et si on n'a pas une politique concrète d'enjeux territoriaux, on passera à côté. D'où l'intérêt d'un enjeu très mobilisateur que la Grande Muraille Verte, mais aussi l'intérêt d'avoir des opérations ponctuelles en cohérence les uns avec les autres. Voilà cet élément qui est tout à fait essentiel. Par ailleurs, suite à nos débats, j'ai beaucoup appris dans les observations que vous m'aviez faites aussi. J'organise tous les 2 mois une réunion de cadrage avec le directeur général de l'AFD depuis maintenant 1 an, pour m'assurer que les orientations politiques que j'ai définies se traduisent par des crédits budgétaires significatifs et que le Parlement vote chaque année des orientations et que ces orientations soient effectivement mises en œuvre sur des projets concrets sur le terrain. Et cet exercice me permet, peut-être je le fais avec peut-être un peu trop d'enthousiasme, en tout cas pas de naïveté, cet exercice me permet, je pense maintenant, de piloter en temps réel l'agence, ici et sur les territoires, quand je m'y rends. Compte tenu de l'importance des efforts consentis et de ces enjeux considérables, il s'agit aussi de mieux mesurer l'impact des projets que nous accompagnons. C'est pour ça que nous avons souhaité que le projet de loi intègre la création d'une commission indépendante d'évaluation, comme il en existe déjà au Royaume-Uni et en Allemagne. Et j'ai pris cette initiative à la suite de discussions que nous avons pu avoir ici et en séance plénière au Sénat, parce que c'était au départ, je crois, une proposition sénatoriale. Il conviendra que cette commission se prononce sur l'efficacité, les résultats et l'impact réel de notre politique de développement, en évaluant les stratégies, en évaluant les instruments de l'aide bilatérale et multilatérale, mais aussi les projets en cours, et il appartiendra qu'elle formule des recommandations à l'intention du gouvernement et des opérateurs. Ce n'est pas la vérification du fait que les budgets sont bien tenus, que les budgets sont bien réalisés, c'est la vérification d'une dévaluation que la politique menée est opportune, efficace et donne des résultats. Ce n'est pas le même sujet. Mais la demande forte, ce n'est pas de vérifier les comptes. Il y a des organismes qui font ça très bien. La demande forte, mais on est bien en face, c'est d'évaluer la pertinence des opérations et la réelle mise en œuvre de ces opérations, de ces actions. Et je souhaite que cette commission puisse faire ce rapport devant le Parlement, parce que c'est bien là que la marche des politiques publiques conduites au nom de la République doit pouvoir se vérifier. On appelle cela aujourd'hui de la redevabilité. Eh bien, appelons ça de la redevabilité.
Moi, vous m'avez interrogé un peu sur je crois les rapporteurs aussi, sur le contenu de la commission. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale sur le sujet. Moi, je suis très ouvert. Ce que je souhaite, c'est qu'elle soit indépendante. Parce qu'autrement, elle ne vaut pas le coup d'exister. Qu'elle soit indépendante, qu'elle soit autonome par rapport au gouvernement, par rapport aux acteurs, et qu'elle puisse porter un jugement. Donc, du coup, il faut, à mon avis, qu'elle soit plus ramassée. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler peut-être tout à l'heure ou dans le débat public. Qu'elle soit peut-être ramassée, qu'elle soit pertinente dans sa composition. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit que je veux travailler. Enfin, ce projet de loi comporte un volet attractivité qui permettra de renforcer la capacité de la France à attirer les organisations et les fondations internationales, dont beaucoup occupent un rôle central dans l'agenda mondial du développement et dans la promotion des biens publics mondiaux. En fait, cette initiative que vous avez, qui peut paraître un peu étonnante à l'endroit où elle est placée, mais elle a une raison particulière, c'est que je me suis rendu compte que les organismes multilatéraux dont nous avons été à l'initiative, je pense à United, je pense au Fonds mondial qui a été créé par le président Chirac à un moment donné, je pense à la Fondation Alif qui a été créée par le président Hollande. Ces structures ne font pas le choix de s'installer en France et vont s'installer à Genève. Pour une raison simple, c'est que dans l'état actuel du droit français, compte tenu de la lourdeur des procédures nécessaires à l'octroi des privilèges et immunités fiscales normales des organisations internationales, singulièrement des organisations liées au développement, on met un temps fou et donc ils vont s'installer là où c'est les plus rapides. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons que nous puissions légiférer par ordonnance sur chaque cas. Et évidemment, ensuite, c'est le processus législatif normal qui conduit à vous soumettre un projet de loi pour ratifier l'accord de siège lorsque celui-ci est trouvé, pour aller plus vite et faire en sorte que la France puisse devenir un carrefour mondial de la coopération internationale, ce que nous pouvons devenir puisque les 3 premières éditions du Forum de Paris sur la paix ont montré que nous avions une capacité de mobilisation très, très significative. Enfin, pour terminer, vous savez que l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale a permis de l'enrichir de manière significative. Et je sais que vous aurez sans doute aussi vous-même à cœur de l'améliorer. Pour mémoire, le texte issu des travaux de l'Assemblée introduit 3 dispositions majeures. D'abord, un nouvel article 1er fixant les grands objectifs de la politique de développement dans le texte de loi et non dans le seul rapport annexé qui s'appelle le cadre de partenariat global. Les députés ont voulu qu'il y ait un article premier qui fixe les grands objectifs. Alors, cet article rappelle en particulier, je crois que c'est le point le plus important, qui reprend ce que je disais en commençant, la politique de développement est un pilier de la politique étrangère de la France. C'est essentiel. Et la politique étrangère de la France, et la politique de développement contribue à construire et assurer la paix et la sécurité en complément de l'action diplomatique et de l'action militaire. Il souligne l'importance accordée à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de la diplomatie féministe. C'est inscrit dans le texte de loi. Comme j'ai fait de cette diplomatie féministe une de mes priorités, je me suis trouvé tout à fait à l'aise dans les propositions qu'ont pu faire les députés à ce sujet. Donc il y a un nouvel article qui fixe les grands objectifs de la politique de développement. Deuxièmement, il y a eu une inscription avec mon accord à l'article relatif à la programmation financière d'une date cible à 2025 pour l'atteinte des 0,7 conformément à l'objectif onusien. Ce n'était pas le cas au début, mais je pense que l'objectif de reprise de la résolution des Nations Unies du mois de novembre 1970, inscrivant cet objectif des 0,7 en 2025, me paraît un bon objectif et nous devons nous mobiliser là-dessus. Donc c'est une amélioration là quantitativement très, très significative qui a été validée et qui a eu mon accord lorsque le député Berville et d'autres parlementaires l'ont proposé. Enfin, troisième disposition nouvelle proposée par les députés, l'amélioration du dispositif de restitution des produits de cession dits des biens mal acquis. Alors cette disposition a fait l'objet d'un double amendement parlementaire et gouvernemental, mais je sais qu'ici il y a eu des travaux qui ont été menés à ce sujet, en particulier par le sénateur Jean-Pierre Sueur, mais sans doute aussi d'autres. Ce nouveau dispositif prévoit que les produits de cession des biens mal acquis, dont les contours en référence au code pénal sont précisément définis dans la loi, donneront lieu à des ouvertures de crédit
au sein d'un nouveau programme budgétaire qui sera placé sous ma responsabilité au sein du ministère des Affaires étrangères en vue de financer des actions de coopération et de développement. C'est une grande innovation. Il y a plusieurs modalités possibles pour la mise en œuvre, mais on pourra éventuellement en reparler. En tout cas, cela devra se faire dans une parfaite transparence et redevabilité devant le Parlement, puisque ce sera inscrit au budget du ministère des Affaires étrangères dès qu'il y aura des possibilités. Et ça reviendra directement aux populations qui ont été spoliées par les biens mal acquis. Enfin, le texte prévoit des avancées en matière... Enfin, les députés ont proposé des avancées en matière de redevabilité avec la création d'une base de données ouverte, avec l'élargissement du champ du rapport annuel au Parlement relatif à la politique de développement, on y reviendra, et le texte précise également que la commission indépendante d'évaluation de l'aide publique au développement sera placée auprès de la Cour des comptes, et il prévoit la possibilité pour le Parlement de saisir la commission de demande d'évaluation venue du Parlement. Et un décret viendra préciser les modalités de fonctionnement de cette commission. Il y a eu deux autres points, je le précise tout de suite, qui, pour éviter d'y revenir après, trois autres points moins majeurs que les trois principaux points que je viens d'évoquer, qui ont été portés par les députés qui ont fait l'objet d'ajouts. D'abord, la prise en compte par la France de l'exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés sur le devoir de vigilance des entreprises. Quand une entreprise a une filiale qui travaille dans le Xinjiang, bon, la question se pose, mais ça peut arriver ailleurs. D'autre part, il y a eu une volonté de renforcer l'accès à un état civil fiable dans les priorités du développement, en particulier dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant. Enfin, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport spécifique sur les dispenses de criblage des bénéficiaires finaux. Peut-être qu'on en reviendra à la discussion. Pour l'instant, il y a des critères qui sont bien définis sur ce qui est de l'ordre de l'humanitaire, qui n'est pas criblé, et ce qui est de l'ordre du développement, qui est criblé. Mais il y a une zone grise entre les deux et sur laquelle c'est assez difficile de donner une définition stricte. Et donc, il faut qu'il y ait un rapport qui précise pour, en particulier les ONG, dans des situations de crise persistante, comment est-ce qu'on peut faire pour agir. Et enfin, il y a eu a été proposé une réduction des coûts de transaction et des transferts de fonds effectués par des personnes résidant en France vers des personnes résidant dans les États éligibles à l'APD, c'est-à-dire les 19 pays concernés, et une observation sur la stratégie de la France en matière de mobilité internationale en entreprise et en administration pour les volontaires internationaux que ça ne serve pas de fausses couvertures pour des activités lucratives. Tout ça a fait l'objet d'une longue discussion à l'Assemblée nationale et a abouti, comme vous le savez, à un vote à l'unanimité après un long débat très fructueux et très, très positif et qui, je pense, renforce l'image de la France du fait que je crois que c'est le seul texte depuis le début du quinquennat qui a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le ministre, de l'ensemble de cette présentation. Il y a un certain nombre de points qui sont doux à entendre pour ceux qui demandent, notamment en matière d'évaluation et de contrôle, de véritables dispositifs. Je crois qu'on va dans le bon sens, là aussi sur la gouvernance, mais ceci va être repris par nos rapporteurs. Je vous propose d'organiser la discussion de la manière suivante. On va entendre les deux rapporteurs de la commission, puis les deux rapporteurs de la commission des finances que je vois. Vous répondrez aux rapporteurs, puis après on aura les questions cribles, 1 minute, une question sur la longue liste de mes collègues qui se sont inscrits. Alors, au titre des rapporteurs qui auront la lourde responsabilité de présenter le texte, donc tout d'abord, Hugues Saury. Je voudrais simplement au passage associer d'abord la mémoire de Marielle de Sarnez, qui avait beaucoup travaillé avec nous et avec moi notamment sur la préparation de ce texte. Je voulais que ce nom soit cité. Hugues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, donc
Je rapporte ce texte avec mon collègue Rachid Temal qui est en visio et qui a quelques questions également, tout comme moi, à vous poser. Donc à la suite, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité qui a permis un dialogue direct à plusieurs reprises avec vous-même ou avec vos services ou votre cabinet. Cela a été dit par le président et par vous-même, c'est un projet de loi qui a été retardé assez fortement, mais qui s'est accéléré, fort heureusement, puisque je crois qu'il a été présenté au mois de décembre au Conseil des ministres, et donc au mois de mai, il aura été discuté à la fois devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat. Peut-être pour mes collègues dire que c'est un texte de loi qui est finalement assez court, qui ne comporte que 13 articles, mais qui est structuré avec un rapport annexé dénommé cadre de partenariat global, qui lui est assez touffu et assez long. C'est un texte qui, il me paraît, ouvert, où il me semble qu'il manifeste une volonté de votre part d'être à l'écoute d'un ensemble de remarques qui avaient été formulées à la fois ici et ailleurs, et je vous en remercie. Il acte différents points importants qui constituent incontestablement une avancée. Alors, elles ont été citées, je ne vais pas revenir, mais on pourrait parler donc de l'augmentation conséquente des budgets, des pays prioritaires et des pays les moins avancés, pays prioritaires qui sont clairement définis dans le texte, des précisions également sur la répartition dons-prêts, une commission attendue indépendante d'évaluation, qui est un apport particulièrement intéressant, et puis les conseils locaux de développement qui, je pense, sont également une structure qui va être mise en place et qui permettra d'avoir une aide française plus efficace sur le terrain. Mais il présente aussi certains points d'amélioration que je vais évoquer maintenant, puisque c'est l'objet de cette réunion. Donc l'aide publique au développement, au sens de l'OCDE, comporte des dépenses qui ne relèvent pas, à proprement parler, de cette politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales qui fait l'objet du projet de loi. Par exemple, les dépenses pour les réfugiés en France ou encore l'imputation des frais des étudiants étrangers. Ça, c'est la définition de l'OCDE. C'est pourquoi on se réfère fréquemment à ce que l'OCDE appelle l'aide pays programmable, qui ne comprend que les dépenses qui correspondent vraiment à la mise en œuvre de cette politique auprès des pays aidés. Il s'agit notamment des dons aux pays les plus pauvres et des prêts de l'AFD. Or, la part en proportion de notre aide programmable bénéficiant aux pays les moins avancés n'a fait que stagner, voire régresser, passant de 20% en 2014 à 18% en 2018. Cette part, si on veut prendre des exemples, est de 39% au Royaume-Uni, 43% aux Pays-Bas, 53% en Suède, 42% aux États-Unis. Et si l'on prend les pays prioritaires de notre aide, qui regroupent 19 de ces PMA, c'est le CICID d'ailleurs, c'est le CICID 2013 qui avait fixé les 2/3 pour les pays prioritaires de la part de l'AFD, la part de notre aide programmable qui leur est destinée est encore plus faible, seulement 13%. Ceci signifie que 87% de notre aide programmable ne bénéficie pas à nos pays prioritaires. Or, sur ce point, le projet de loi ne comporte pas d'objectifs nouveaux. Je disais à l'instant que c'était le CICID 2013 qui avait fixé cette barre à 2/3 de l'aide de la part de l'AFD. Ne serait-il pas pertinent de fixer un objectif relatif à l'aide programmable, atteignable et raisonnable, pour remédier à cette situation ? Dans le même ordre d'idées, si on accepte le Japon, la France se singularise au sein de ses pairs par une aide constituée pour plus de la moitié de prêts et par une part d'aide multilatérale très majoritaire, alors même que de très nombreux rapports, qu'ils soient parlementaires ou de la société civile, plaident pour un rééquilibrage. Le projet de loi évoque ce sujet, mais sans objectif chiffré. Là encore, n'est-il pas temps de fixer un objectif concret et raisonnable pour infléchir la tendance ? Encore une fois, il ne s'agit pas de préciser des objectifs qui figurent déjà dans la loi, mais sans aucun chiffrage, ce qui risque d'amoindrir fortement leur efficacité au fil du temps. Enfin, la situation des pays en développement a beaucoup évolué depuis un an. D'un côté, des pays très endettés, qui sont de plus en plus nombreux, et notamment en Afrique, où l'AFD risque ainsi de devoir encore diminuer ses volumes de prêts, avec d'ailleurs un effet un peu pervers, c'est que plus on prête,
plus on attend un retour et donc plus on s'intéresse à des pays qui ont la capacité de rembourser. Et d'un autre côté, donc, les taux d'intérêt restent bas, ce qui fait que les prêts proposés par l'AFD ne sont pas toujours compétitifs pour les pays à revenus intermédiaires, sachant qu'il y a un certain nombre de pays aujourd'hui ne consentent plus des prêts, mais des dons directement, ce qui est évidemment plus avantageux pour ces pays. Dès lors, l'agence ne doit-elle pas changer de modèle ? Voilà les trois questions, enfin les trois séries de questions que je souhaitais vous poser, Monsieur le Ministre. Merci Hugues. Rachid Temal, en visio. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je vais compléter les propos de mon collègue Hugues Saury. D'abord, effectivement, souligner la qualité du texte qui nous est proposé. Comme l'a dit mon collègue, à la fois, chacun a pu noter le retard, mais maintenant chacun peut noter effectivement l'accélération, et je crois que ce sera qu'on retiendra. Dire que c'est un texte qui d'ailleurs s'inscrit dans le prolongement de la loi précédente votée dans le précédent quinquennat. Il ne faut pas l'oublier, puisque ça aussi à ce moment-là était un moment important, je crois, dans ce qui concerne l'aide publique au développement. Il y a effectivement de vraies avancées, notamment, je crois, le fait de concentrer le tir, j'ai envie de dire, si vous permettez l'expression, sur les 19 pays prioritaires, le fait aussi de concentrer sur un certain nombre d'actions, et c'est vrai que l'apport du nouvel article 1er me semble essentiel, même si nous proposons quelques amendements bien évidemment dans le texte, mais je crois que c'est important de repositionner à la fois les priorités, tant sur les thématiques que sur la partie géographique. Je crois qu'il y a de vraies avancées, notamment sur la question de la commission attendue. Je crois qu'il y a des choses, j'en dirai un mot sur la question de l'AFD. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que la France conserve cette capacité conséquente d'intervenir et d'être un acteur majeur sur la question de l'aide au développement. Je vais essayer de me concentrer mon propos sur 4 éléments. D'abord sur le pilotage de la politique, ensuite la question de la taxe transaction financière, la commission indépendante d'évaluation, et puis aussi un mot sur la loi de programmation. D'abord sur le pilotage, comme vous le savez, Monsieur le Ministre et mes chers collègues, il y a déjà eu un certain nombre de rapports sur les difficultés rencontrées par le pilotage de la politique de développement solidaire, en particulier sur la question des rapports parfois dits inégaux ou des relations inégales entre l'AFD et ses tutelles. Je peux dire d'un mot la question qui a été posée notamment par la Cour des comptes, qui indique que les outils de pilotage dont dispose le MAE demeurent insuffisants pour lui permettre d'exercer une véritable tutelle stratégique au niveau central sur l'AFD, même si chacun reconnaît que des efforts ont été apportés, et notamment ce projet de loi tente d'en apporter de nouveaux. Je pourrais évoquer également le CESE qui regrette que le projet de loi n'a pu être l'occasion de donner le pilotage du développement de la France un portage politique fort et unique. Puisque je vous l'avais dit, Monsieur le Ministre, il y a plusieurs tutelles, et c'est vrai que c'est un vieux débat dans cette instance où la question d'un ministre d'exercice sur la question de la coopération est posée. Donc la question est un peu quid d'un meilleur fonctionnement, vous l'avez dit, vous avez une réunion de calage, mais au-delà de cela, ce qu'on note, c'est que ce projet de loi rajoute des instances, notamment le Conseil présidentiel. On pourrait s'interroger, il rajoute le Conseil local de développement, je crois que c'est une bonne mesure pour le dernier conseil en l'espèce, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, entre le CICID, le COST, est-ce que vous constatez qu'il ne se réunissent pas assez ou trop? Est-ce que le conseil d'administration joue bien son rôle? Est-ce que les ministres peuvent vraiment, pendant ce temps-là, agir sur l'AFD, au-delà de vous-même, les autres ministres, notamment ceux de Bercy? Donc comment peut-on corriger ces défauts à ce stade? Parce que nous constatons que le texte ne va pas assez loin. La deuxième question porte sur la taxe sur les transactions financières. C'est un sujet que nous avons déjà abordé à l'occasion du projet de loi l'an dernier, puisque je rappelle que cette taxe, la taxe sur les transactions financières, a été créée spécifiquement pour financer l'aide publique au développement, mais qu'aujourd'hui, seulement un tiers des 1,7 milliard qu'elle rapporte, un tiers va alimenter le FSD. Et donc, le projet de loi évoque une augmentation de cette part de 100 millions d'euros, donc ce qui nous emmènerait certes un peu plus, mais pas suffisamment, et qu'il n'y ait pas d'automaticité dans la durée. Donc, Monsieur le Ministre, est-ce que vous serez favorable à un accroissement significatif de la part de la TTF consacrée à cette politique, donc de 30% à 40, 50, voire plus, qui nous semblerait quelque part, entre guillemets, revenir à la philosophie première de la taxe sur la transaction financière. Troisième élément, vous l'avez tous salué, je crois qu'on est tous d'accord sur la question et la nouvelle commission indépendante d'évaluation.
c'est aussi un vieux combat du président Cambon, donc c'est important de le rappeler que je crois que chacun là-dessus est d'accord. Elle sera placée auprès de la Cour des comptes et son secrétariat sera assuré par cette dernière. Concrètement, comment envisagez-vous son fonctionnement? Est-ce que c'est comme d'autres instances qui sont rattachées auprès de la Cour des comptes? Quels seraient pour vous les membres, même si j'ai entendu tout à l'heure vos propos sur le plus réduit possible, mais je crois que vous avez quelques idées, ce serait intéressant d'échanger avec vous. Le rôle des parlementaires, la capacité de droit de tirage. Aujourd'hui, effectivement, le Parlement peut demander, mais faut-il aller plus loin et sous quelle forme sur cette question-là? Et puis, dernier élément pour ne pas être trop long, vous l'avez évoqué au début, c'est une loi de programmation qui couvre jusqu'en 2025. Et vous l'avez dit vous-même, en données chiffrées, je ne parle pas de l'objectif, mais en données chiffrées, cela s'arrête en 2022. Et donc, on voit bien que finalement, 2023, 2024, 2025, il n'y a aucune donnée annuelle. Alors, bien sûr, il y a une clause d'envoyeur en 2022. Mais je crois que pour qu'elle soit totalement au monde, nous allons présenter ce texte-là dans quelques semaines maintenant dans l'hémicycle. Je pense qu'il serait important que pour les années 2023, 2024 et 2025, il y ait des données chiffrées qui nous permettraient pour le coup d'être vraiment dans une loi de programmation. Voilà, Monsieur le ministre, mes 4 points d'observation et d'amélioration du projet de loi qui nous est présenté. Je vous remercie. Merci, cher rapporteur. Merci, Rachid. Alors, je vais passer la parole aux rapporteurs de la Commission des finances qui nous font l'amitié d'être en liaison avec nous. Et tout d'abord, le président Jean-Claude Requier, que je salue. Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour mes chers collègues. Alors, nous sommes en effet donc 2 co-rapporteurs spéciaux de la Commission des finances chargés de l'aide publique au développement. Et donc, comme il n'y avait qu'une place comme rapporteur spécial pour ce texte, c'est moi donc qui a été désigné, mais nous travaillons de concert avec Michel Canevet. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez commencé votre intervention par le mot « enfin ». Oui, enfin, ça y est, c'est arrivé. Et nous saluons donc la sortie de ce texte. Et avec Michel Canevet, dans notre rapport, nous avions évoqué l'Arlésienne. Eh bien, l'Arlésienne est là. Est-ce que c'est le vent breton, le vent de l'Ouest qui l'a mené? Mais c'est aussi que le texte maintenant est donc finalisé. Nous sommes très heureux donc de le voir arriver. Alors, moi, j'aurais qu'une question. Michel en posera d'autres sûrement. C'est l'ambition budgétaire que vous auriez souhaité, Monsieur le Ministre, après 2022. Comment dirait Rachid Temal, donc, il y a une courbe, mais il y a plus de chiffres après 2022. Alors, pour maintenir un effort significatif, est-ce qu'on peut arriver au 0,7? Est-ce qu'on dépassera les 0,55? Mais est-ce qu'il faudrait 500 millions par an, 1 milliard par an, 2 milliards par an? Donc, on va peut-être avoir quelques éléments chiffrés pour savoir quelles seraient les sommes nécessaires au respect de la trajectoire, en sachant qu'une loi de programmation, elle n'est pas toujours appliquée à la lettre, mais pour avoir donner des grandes orientations. Donc, ma question, c'est quelles ambitions budgétaires vous auriez donc souhaité après 2022, Monsieur le ministre. Merci, Jean-Claude. Michel Canevet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, chers collègues. Effectivement, en complément de ce qu'a dit le Président Requier, peut-être quelques autres questions sur le Fonds de solidarité pour le développement, comme a évoqué Rachid Temal tout à l'heure. Il importe de savoir comment celui-ci va être financé, puisque le double financement aujourd'hui, dans le contexte que l'on connaît avec la difficulté du transport aérien, pose aussi difficulté sur le financement du FSD. Donc, comment peut-on arriver à obtenir une garantie de financement de ce fonds? Autre question sur le transfert d'Expertise France. Est-ce que ce transfert qui est prévu par la loi en 2 étapes, en une étape par la loi, c'est le transfert à l'État, et puis ensuite il est envisagé, si on a bien compris, le transfert des 100% à l'AFD, ne faudrait-il pas, pour des raisons de souplesse, envisager un transfert direct par le texte à l'AFD si l'intention est effectivement de disposer d'Expertise France au sein du groupe AFD. Toujours sur l'AFD, 2 sujets. D'une part, est-ce qu'il ne faut pas avoir un niveau de déconcentration des décisions? Je veux dire par là que est-ce que toutes les décisions de l'AFD doivent systématiquement remonter au conseil d'administration? Ne faudrait-il pas avoir un système qui soit, je dirais, plus souple pour permettre une meilleure efficience
a fortiori dès lors qu'il y a un consensus local autour des modalités d'intervention. Et puis, sur la question des frais administratifs de l'AFD, il est prévu dans le texte qu'il passe de 400 millions en 2020 à 437 millions en 2022, ce qui correspond à une augmentation de l'ordre de 10% à peu près. Est-ce que cela correspond à une réelle logique de besoin, parce qu'on est dans un contexte où il est demandé en particulier pour les services de l'État une certaine rigueur? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait aussi une rigueur assez forte pour les agences dépendant de l'État? Voilà les quelques questions complémentaires, Monsieur le Président, que je souhaitais poser. Merci, Michel. Monsieur le ministre, je vous propose de répondre au rapporteur, puis après, on prendra les questions cribles. Vous pouvez répondre collectivement. Enfin. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre maintenant, d'autres auxquelles je répondrai sans doute plus tard pour vérifier des points, parce qu'il y a des questions qui sont plus techniques que d'autres. D'abord, sur la question une interrogation majeure sur laquelle on reviendra sûrement dans le débat général, sur ce qui est pilotable ou pas pilotable, programmable, pas programmable dans les dépenses, puisque l'aide publique au développement, les critères ne dépendent pas de nous pour la clarification de l'affectation des dépenses, mais sont des normes OCDE, comme vous le savez. Et à l'intérieur, évidemment, de l'aide publique au développement, il y a des vecteurs qui sont intégrés à l'aide publique au développement. Le plus spectaculaire que je connaisse, mais c'est comme ça, concerne les frais d'écolage des étudiants chinois. Ça a deux aspects un peu bizarres. D'abord, le fait que si c'est compris dans l'aide publique au développement, ça veut dire donc que la Chine est toujours considérée comme un pays en développement. C'est le cas. Dans la nomenclature générale, la Chine est toujours considérée comme un pays en développement. Et croyez bien que nos collègues chinois, je sais que je suis en public là, mais enfin ce point-là peut-être pourra éviter d'être au compte rendu, mais j'ai souvenir d'avoir... C'est en direct. C'est en direct, bah, ça fait rien, je mesure. Je mesure ce que je dis, puisque tout ça... J'ai eu l'occasion une fois à Shanghai, vous savez, devant les tours, là, d'être en situation de dîner devant ces tours. C'est un spectacle magnifique avec mon collègue chinois. Et je lui dis, on voit quand même bien que vous êtes un pays en développement. Quand on voit tout cela, c'est vraiment, vraiment, c'est un pays en voie de développement qui est très particulier. Mais il n'empêche qu'ils tiennent cette logique-là. Donc, je fais une petite parenthèse, mais la part dans l'aide publique au développement de l'écolage liée aux étudiants chinois signifie deux choses. Un, qu'il y a que la Chine est toujours un pays considéré comme un pays en développement, et deux, qu'il y a des étudiants chinois qui viennent en nombre en France et qui payent que nous aidons avec des bourses et de l'accueil. C'est peut-être une contradiction que l'on peut souligner, mais ça explique une partie de cette interprétation. Donc, est-ce que l'on peut identifier de l'aide pilotable, et quelle est la part de l'aide pilotable globale que nous pouvions imaginer? J'avais les chiffres tout à l'heure, mais je ne les retrouve plus, mais je vais vous les signaler. En tout cas, l'aide pilotable directe a augmenté sensiblement. Je ne retrouve plus le papier que vous m'avez... Ben voilà. Non. J'ai peur de ne pas... Oui, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait. Je vous ferai passer les chiffres. En tout cas, les chiffres... Ah, ça oui, ça voilà. Non, c'est pas ça. En fait, on a pu constater une augmentation significative de la partie pilotable dans l'ensemble de notre aide, qui est significative depuis plusieurs années. Je serais vraiment heureux de retrouver ma note, qui permet de considérer que nous sommes sur une voie positive, y compris d'ailleurs sur la partie AFD.
La question de savoir si... voilà. L'objectif, aujourd'hui, c'est un tiers du pilotable et ce sera 40% en 2022. Je pourrais faire le descriptif complet lors de la séance plénière, mais c'est une vraie question d'appréciation de notre véritable aide au développement sur les sujets qui sont de notre propre maîtrise. Sur les autres remarques que vous m'avez faites concernant l'aide bilatérale, cette aide bilatérale ne cesse de croître, puisque nous sommes passés de 57% en 2015 à 61% en 2019, et en 2020, ça devrait être près de 70%. J'avais toujours dit que l'aide bilatérale devait se renforcer par rapport à l'aide multilatérale. Et sur les dons, l'aide publique française, c'est 81% de dons, 14% de prêts et 5% d'appui au secteur privé. Et sur l'AFD, c'est vrai que l'AFD a une part importante de prêts, mais les dons représentaient au départ, au moment où j'ai pris les affaires en responsabilité, 4% de l'activité de l'AFD, et maintenant ça représente 13%. On a une progression très significative des dons de la part de l'AFD. Voilà les chiffres que je pouvais, sur lesquels je pouvais donner une réponse au rapporteur Saury, en sachant que sur la partie pilotable et non pilotable, si votre interrogation est de savoir si on peut avoir des référentiels, parce que je crois avoir compris ça dans vos propos, pour nous permettre de juger la part pilotable et l'augmentation à l'intérieur de chacun des critères, moi je suis prêt à prendre des amendements sur le sujet si vous avez les critères, mais ce n'est pas facile à identifier. Parce que dans la partie non pilotable, il y a des éléments qui sont tout à fait variables. Je voulais... oui, ça, sur l'AFD, je vous ai indiqué. On peut se poser, et je sais que certains peuvent se poser la question de la relation prêt-don au sein de l'AFD. Puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, la part des dons dans l'aide publique française est de 81%, mais l'essentiel vient hors AFD. Mais nous avons souhaité que l'AFD soit aussi un outil pour développer les dons, puisque aujourd'hui, je crois qu'en 2021, ça doit être 874, quelque chose comme ça, 878 millions d'euros de dons de l'AFD, dons projets ou dons par le biais des initiatives des ONG. Et il importe que cela se poursuive. Parce que dans beaucoup de cas, en plus dans les cas de projets dans des pays, dans les 19 pays concernés, mais même dans les autres pays à revenus intermédiaires, dans beaucoup de cas, il faut articuler à la fois les dons et les prêts. Faire des dons, les prêts s'organisent généralement sur les infrastructures, les dons plutôt sur du fonctionnement, mais j'étais amené à constater que on est amené à faire à la fois l'un et l'autre et que l'AFD soutient les deux projets. Je pense à l'exemple que je voulais vous donner, c'est l'Institut Pasteur à Dakar, qui est soutenu par l'AFD à la fois par une combinaison de subventions, donc de dons, 2,7 millions, et de prêts pour financer la construction d'unités de production qui permet de doubler la capacité de production de vaccins. C'était des vaccins contre la fièvre jaune, mais ce sera bientôt les vaccins contre la Covid. Et la subvention permet d'avoir l'activité de surveillance épidémiologique et la formation du personnel de santé. Donc souvent, on est obligé de faire les deux en même temps, et c'est l'intérêt d'avoir un outil unique pour agir en ce sens. Voilà pour Monsieur Saury, en sachant, je reconnais justement vos interrogations sur la question de programmable, non programmable, pilotable, non pilotable. Encore faut-il pouvoir trouver les bons critères pour tout cela. Sur la question de M. Temal concernant la tutelle, et sur le pilotage, d'abord la tutelle, elle est inscrite dans la loi. Ce n'était pas le cas.
Désormais, après, si le texte est voté, l'AFD il est écrit que l'AFD est sous la tutelle de l'État. Ce n'était pas le cas auparavant, et donc c'était essentiel de le mettre. Deuxièmement, sur le pilotage, je crois que le pilotage, le Conseil présidentiel, il a uniquement pour but de se réunir une fois par an avec les ministres concernés et le Premier ministre pour que les orientations soient données et pour valider le fait que la politique de développement est un élément central de la politique étrangère. Et donc ça se fait dans une instance. Sur la politique étrangère, il y a des conseils de défense qui définissent la politique étrangère. Sur cette partie de la politique étrangère, une fois par an, le président réunit les principaux ministres pour dire voilà quelles sont les orientations que nous retenons pour la politique de développement. Donc ce n'est pas, je crois, un encombrement supplémentaire, c'est au contraire une impulsion qui est donnée et qui est d'ailleurs un peu à l'origine de l'accélération dont vous faisiez état les uns et les autres pour la mise en œuvre de ce texte de loi. Sur les autres outils, le CICID a pour but de mettre en œuvre la politique de développement une fois par an, là aussi, mais avec tous les outils nécessaires et la présence des acteurs directement concernés. Et c'est votre humble serviteur qui a pour vocation de le mettre en œuvre. Alors c'est vrai qu'il y a un rattachement, je ne sais qui, c'est M. Canevet qui évoquait ça, qu'il y a un rattachement théorique à deux ministères. La réalité concrète fait que l'essentiel se fait au niveau du ministère des Affaires étrangères. Personne ne le conteste, donc j'essaye d'assumer mes fonctions aussi de ministre du Développement, de fait. Et l'intérêt du CICID, c'est là aussi de dire les enjeux, et l'intérêt après de la fonction, c'est de la mettre en œuvre, et c'est ce que j'essaye de faire de manière peut-être pas suffisamment clarifiée dans les responsabilités des uns et des autres, mais je vous rassure, ça n'entraîne aucune difficulté entre Bruno Le Maire et moi-même sur ces sujets. Je n'ai pas... Sur l'intervention du président de la Commission des finances concernant la mise en œuvre du 0,7 en 2025, moi je suis interrogatif sur la validité aujourd'hui d'écrire des chiffres. Parce que je m'étonne que cette question n'ait pas encore été posée, mais quand on met un pourcentage, 0,55, 0,7, on ne met pas on ne met pas sur la table l'ensemble des facteurs, puisqu'il y a aussi le volume de financement auquel ça correspond. Et comme vous le savez, nous allons atteindre en 2021 un pourcentage supérieur à 0,55, puisque en 2021, nous allons être normalement à 0,69, pour une double raison. C'est d'une part parce que nous sommes en crise et que le PIB baisse, et donc puisque le PIB baisse, le pourcentage est plus facile à atteindre, première raison. Et deuxième raison, parce que en 2021, nous allons régler la question de la dette soudanaise, qui est un acte en soi de développement, puisque nous allons, à partir du moment où on règle le problème de la dette soudanaise, ça permet aussi à ce pays de se développer, et c'est un acte de développement. Mais évidemment, c'est aussi considéré comme une contribution de la France au développement, donc ça rentre dans la comptabilisation. Mais je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous dire, vous voyez, en 2021, bien avant tout le monde, on a réussi à atteindre presque 0,7%, parce qu'en 2022, ça va baisser. Et donc, je pense qu'il serait opportun d'attendre la sortie de crise pour essayer d'évaluer les engagements financiers pour atteindre 0,7. La grande nouveauté, c'est que nous avons cette orientation d'aboutir à 0,7 en 2022. On peut imaginer des scénarios, mais on peut imaginer des scénarios qu'une fois qu'on est à peu près sûr d'être sorti de la crise sanitaire et économique dans laquelle nous sommes, avec un PIB qui est en récession. Mais malgré le PIB en récession, j'ai obtenu que l'on maintienne les engagements financiers de progression de nos dépenses de développement, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Je vous fais remarquer que le Royaume-Uni a décidé de prendre le fait qu'ils avaient dépassé les 0,7% parce qu'il y avait une baisse du PIB, et donc ils ont diminué les aides au développement à prorata. Sur la TTF, moi, je pense que
on peut écouter avec attention les propositions. Le projet de loi, ces deux interventions de M. Temal et M. Canevet, le projet de loi prévoit 100 millions d'euros de plus de la part de la TTF. Moi, je suis ouvert pour aller plus loin, mais il ne faut surtout pas toucher ni au taux ni à l'assiette, parce qu'à ce moment-là, ça pose des problèmes, mais sur la réaffectation au développement d'une partie de la recette qui ne revient pas directement au développement, alors qu'initialement c'était prévu pour ça, je suis ouvert à tous vos encouragements et à toutes vos propositions, parce que sur le fond, je suis en phase. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Alors, sur la commission d'évaluation, M. Temal et M. Canevet aussi. Moi, je suis très ouvert à vos propositions. Et d'une certaine manière, plus globalement, c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale, je pense que ce texte de loi c'est un texte majeur pour la présence de la France dans le monde et doit essayer de prendre en considération toutes les contributions qui peuvent être pertinentes dans cette affaire. Et il y en a eu de différents bords qui ont été effectués à l'Assemblée nationale. Dans la commission, je suis ouvert à ce que vous pourrez dire. Le principe de fond, mais c'est le vôtre, c'est l'indépendance. Le deuxième principe de fond, c'est que cette commission rende compte au Parlement. Le troisième principe de fond, c'est que cette commission puisse être saisie aussi par les parlementaires. À partir de là, moi, je suis ouvert à ce que les uns et les autres peuvent dire. L'autre principe qui a été acté, c'est que ça dépendra de la Cour des comptes, que ça sera rattaché à la Cour des comptes, ce qui me paraît un gage d'indépendance aussi. Mais au-delà, je pense qu'il faut qu'elle soit efficace, que c'est pas une commission, je le redis, qui vérifie la bonne justesse des comptes. C'est une commission qui vérifie si la politique menée est juste. C'est pas du tout la même chose. Et c'est sans doute pas du tout le même profil de membres de la commission. Après, savoir s'il faut mettre des parlementaires ou non, vous serez amené à regarder. Est-ce que c'est un critère d'indépendance ou pas? Moi, j'étais plutôt réservé à l'Assemblée lorsque cette question a été posée, en disant si vous voulez que ça soit indépendant, c'est vraiment indépendant. S'il y a des parlementaires dans la commission, c'est différent. Bon, après, mais je suis pas bloqué. Ouais, je pense avec les députés aussi. Alors, bon, voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. C'est un point très important pour nous, parce que partout où il y a des parlementaires, et il y a de nombreux organismes, que ce soit la CNCTR, que ce soit le Comité national d'éthique, que ce soit la CNIL, etc., la présence de parlementaires ne rompt pas le lien d'objectivité, bien au contraire, je veux dire. Et je peux vous dire que, ayant travaillé avec Hervé Berville, qui était rapporteur du projet devant l'Assemblée, on est plutôt d'accord sur cette ligne, y compris en prévision de la CMP. On ne demande pas que ce soit les parlementaires qui, eux, cornaquent l'ensemble, mais il nous semble que la présence de 2 sénateurs, 2 députés, par exemple, est justement un gage d'indépendance, car la nomination d'experts indépendants, enfin, on le voit sur l'autre sujet en matière d'éthique, en matière sanitaire, on voit tous les combats qui se mènent autour de ce concept. Je pense que les parlementaires qui viennent siéger dans ces organismes, à commencer du reste par l'AFD, enfin les parlementaires de différentes couleurs politiques qui ont siégé à l'AFD, ont toujours tenu leur rôle. Enfin, c'est important que vous n'y soyez déjà pas totalement hostile, Monsieur le Ministre. D'accord. C'est un élément important, je pense. Honnêtement, mais ça se discute. Moi, et le président de la Cour des comptes, que j'ai vu en tête-à-tête longuement la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, m'a dit que lui-même y était très favorable et qu'il trouvait que c'était assez légitime que le Parlement, dont la mission est de contrôler quand même l'action du gouvernement, puisse siéger dans un organisme qui vise à évaluer si les opérations sont positives ou pas. Bien. Alors, maintenant, on va passer aux questions cribles, à raison d'1 minute et d'une question. Et donc, c'est Jacques Lenay qui démarre. Et vous, là, vous répondrez à la totalité, si vous le voulez bien. À la totalité, oui, parce que sans ça fait des séances. Oui, simplement 2 observations, plus que des questions.
Monsieur le ministre, le rôle des ambassadeurs est renforcé par le projet de loi à travers la réunion annuelle du Conseil local de développement. Cette relocalisation d'une partie de la gouvernance de notre aide publique au développement doit être saluée. Cependant, les retours et conclusions de ces conseils locaux doivent être examinés et pris en compte. Comment notre réseau de développement va-t-il se restructurer autour de cette nouveauté à l'échelle locale pour peser, bien sûr, sur les choix des projets, mais également en effectuer le suivi, et c'est important. Et le modèle d'aide au développement multilatéral proposé par la France peut-il concurrencer les aides chinoises? Vous en avez parlé tout à l'heure, notamment sur le continent africain. Les Chinois sont partout. Alors qu'une aide chinoise est connue et reconnue jusqu'à l'international, les aides françaises passent trop souvent inaperçues, notamment du grand public. N'y a-t-il pas un déficit de communication autour des projets financés par la France, déficit à pallier afin de participer au rayonnement de notre pays? Merci. Alors, Marie-Arlette Carlotti. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, oui, en effet, ce texte était très attendu et je trouve qu'il y a des avancées certaines, puisque ça nous a été dit par les gens que nous auditionnons, que ce soit des associations, que ce soit des personnalités, comme le droit d'initiative des associations. Les biens mal acquis, où il reste encore des dispositions à mettre en œuvre pour que ce soit applicable concrètement. Le devoir de vigilance. Bon, j'ai deux questions, moi, même si je me rapproche de ce qui a été dit tout à l'heure par Rachid Temal et l'autre co-rapporteur, c'est sur la trajectoire financière. C'est vrai que ça aurait quand même nécessité qu'on aille jusqu'en 2025, malgré la clause de revoyure, mais ça a été déjà dit. Moi, mes questions se posent. L'une, sur ce que je considère comme actuellement une dispersion des fonds. Aujourd'hui, la priorité affichée, et j'en suis ravie, c'est de mettre l'accent sur les 19 pays prioritaires. C'est vraiment pas le cas, donc il va falloir redresser effectivement le tir, puisque quand on regarde, aujourd'hui, c'est que 15% de l'aide publique au développement qui va vers les pays prioritaires. Donc ça veut dire, Monsieur le Ministre, qu'il va falloir que vous redressez sacrément le tir, d'autant que si on fait des projections maintenant, d'ici la fin de l'année 2021, il semblerait que ce soit à peine 5% que nous atteignons. Donc, comment vous allez redresser le tir, et notamment avec la vision particulière de mettre l'accent sur l'Afrique et sur le G5 Sahel, parce qu'on sait très bien que pour instaurer la paix, il faudra aussi lutter contre la misère. Comment vous allez redresser à ce point le tir? Quels outils? Parce que vous avez affiché des priorités qui me semblent fondamentales. Mais comment vous allez pouvoir les mettre réellement en œuvre? Et vous avez vraiment besoin de les mettre en œuvre pour qu'on récupère la situation d'ici 2021. Ma deuxième question, c'est le pilotage. Il y a des points positifs dans ce texte. Vous confortez le CNDSI qui a été créé en 2014 et c'est bien. Voilà. Vous créez les conseils locaux de développement. Je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'on est content que nos ambassadeurs reprennent du poids dans les territoires, dans les pays. Et en plus, ça permettra aux petits projets très précis, proches des populations, de se réaliser mieux. Donc ça, c'est bien. Mais pour le reste, Monsieur le Ministre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, en ce qui me concerne, vous avez dit tout à l'heure que la chaîne de décision était clarifiée. Moi, je la trouve extrêmement complexe dans ce texte. Je la trouve peu lisible. Je ne comprends pas, comme Rachid Temal, même si vous avez commencé à lui répondre, à quoi sert le Conseil autour du Président de la République. Vous avez dit une fois par an, il va recadrer ou revalider la politique d'orientation, enfin les orientations. Je ne comprends pas si ce n'est pour construire un système extrêmement pyramidal. Et donc, j'ai envie... Le ministre du Développement, bon, vous assumez la fonction, mais je le trouve encadré aussi dans ce texte, extrêmement encadré. Ma question, c'est alors, qui commande au bout du bout? Merci de cette longue question et de la brièveté de la réponse. Richard Yung. Merci. Pardon, Philippe Folliot, excuse-moi, je me suis trompé dans ma liste. Ouais, bon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Dans vos propos, vous avez insisté sur un aspect qui est un aspect essentiel, et c'est celui des enjeux relatifs à l'éducation. Et qu'une stratégie de développement ne pouvait aller, pour être efficace, que de pair avec une stratégie d'éducation. Et c'est un enjeu important, plus particulièrement pour les 19 pays qui seront plus particulièrement centrés pour être bénéficiaires de cette aide au développement. Moi, je voudrais vous interroger, Monsieur le Ministre, par rapport à
l'impérieuse nécessité, selon moi, et certainement d'un certain nombre de nos collègues, de mettre en cohérence cette stratégie et cette volonté avec la promotion et la défense de la francophonie. Parce que c'est aussi un élément et un enjeu important. Parce qu'au travers de la langue française, c'est aussi, j'allais dire, une certaine idée, certaines valeurs que nous promouvons et que nous défendons. Et donc, est-ce que, Monsieur le Ministre, il y aura un engagement fort pour essayer donc de favoriser l'apprentissage du français et une forme de discrimination positive pour les actions qui seront menées en matière d'éducation, pour que celles-ci puissent concerner donc l'apprentissage du français. Et ensuite, deuxième question qui est liée, par rapport à la stratégie d'aide au développement, les pays qui sont les pays francophones pourront-ils aussi bénéficier d'une forme d'aide spécifique au regard de liens historiques que nous avons avec ces pays-là? Est-ce que ça rentre dans, j'allais dire, l'épure de la stratégie que vous souhaitez voir mise en place en la matière? Merci. Merci. Richard Yung. Merci. Merci, Président. Je garde les remarques générales et l'appréciation générale pour le débat qui aura lieu à la fois en commission et ensuite en séance. Trois remarques. Vous n'avez pas évoqué Expertise France dans votre speech liminaire. C'est une excellente chose qu'on rapproche Expertise France et l'AFD. La question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que c'est une mécanique aussi compliquée que celle qui est mise en place, avec la création d'une société par action limitée, dont l'AFD ensuite prendra une part. Enfin, ça me semble une sorte d'usine à gaz bien compliquée. Si on me demande, mais on ne me le demande pas, j'aurais dit intégrons Expertise France directement dans l'AFD, que ce soit une des directions générales de l'AFD. Enfin voilà. Donc j'ai une question, une interrogation là-dessus. Deuxièmement, un des points qui nous a semblé un peu faible, c'est le rôle des collectivités d'outre-mer. Les collectivités d'outre-mer peuvent jouer un rôle important dans les actions de développement. Elles ont d'ailleurs cette fonction, la loi Letchimy et d'autres. Et je pense qu'il faudra que dans la discussion, sans doute, on rajoute quelques références à leur rôle et à leur financement et au fait que l'AFD finance les collectivités d'outre-mer. C'est le cas depuis la Libération. Enfin, sur la commission d'évaluation, je ne parlerai pas sur la place des parlementaires, ça sera un débat intéressant. Je pense par contre que ça serait une bonne chose qu'il y ait des représentants, deux représentants, des pays qui reçoivent l'aide, c'est-à-dire qui peuvent juger de ce qui est fait. C'est peut-être compliqué du point de vue du droit public, je ne sais pas, mais je crois que c'est utile qu'on ait, par exemple, le président de la Cour des comptes du Sénégal ou de la Cour des comptes de la Côte d'Ivoire qui nous donne un avis dans cette commission d'évaluation. Merci, monsieur. Merci, Richard. Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai particulièrement apprécié votre remarque sur la Chine, un pays en voie de développement, en observant les gratte-ciel à Shanghai. L'ambassadeur du Japon en France se tenait ce matin très exactement à votre place et lui, il observait que la Chine était un pays en voie de développement militaire en mer de Chine méridionale. Un des objectifs du projet de loi est de promouvoir la gouvernance démocratique, économique et financière. Je cite votre texte, « La gouvernance démocratique et l'état de droit sont des conditions essentielles de l'efficacité de l'aide au développement. » Il est sain de le rappeler et nous sommes nombreux à vous soutenir dans cette démarche. D'autres pays n'ont pas la même démarche et nous font concurrence. Ils rejettent la gouvernance démocratique au prétexte que le développement passe avant les droits humains.
Comment prévoyez-vous que des acteurs économiques, des entreprises venant de pays qui ne partagent pas notre vision de l'état de droit et des droits humains ne puissent gagner des marchés financés par l'aide publique au développement de la France? Vous avez cité l'exemple du Xinjiang. Pouvons-nous envisager de faire une liste noire de pays qui ne respectent pas les droits humains afin que les entreprises de ces pays soient exclues automatiquement des marchés qui bénéficient de l'AFD? Ça va éclaircir le paysage, là. Joëlle Garriaud-Maylam. Merci beaucoup. 3 points rapides. Monsieur le ministre, je voudrais vraiment vous remercier pour un sujet en particulier qui est celui de l'intégration des femmes dans le développement. Je suis sénatrice depuis 2004, membre de cette commission depuis 2004. Pendant des années, j'ai plaidé pour qu'enfin il y ait un fléchage envers les femmes. Dans tous les rapports sur le développement qui étaient présentés pendant des années, les femmes n'étaient même pas mentionnées. Donc vraiment, je vous remercie parce qu'il faut aller de l'avant sur ce sujet et peut-être que si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur ce fléchage, je vous en serais très reconnaissante parce que ce sont les premiers acteurs et les premiers moteurs du développement. On le voit bien, ce sont elles qui remboursent toujours les petits prêts qu'on peut leur accorder. Le taux de différence entre les hommes et les femmes sur ces microcrédits est quand même extrêmement instructif. Deuxième point, vous avez parlé de ces conseils de développement locaux. C'est aussi une excellente initiative que d'inviter d'autres partenaires, d'autres États. Je voudrais vous demander, je pense que c'est prévu, mais je voudrais m'en assurer, c'est pour cela que je vous le dis, il serait très important, me semble-t-il, qu'ils soient associés les représentants élus des Français de l'étranger. Nous avons beaucoup de Français qui sont souvent établis depuis très longtemps dans ces pays, qui font vraiment partie du pays, qui le connaissent parfaitement, qui, là encore, pendant des années, avaient été exclus de prêts de l'AFD ou de Proparco parce qu'ils étaient français, alors qu'ils ont tellement à apporter. Donc, ça me paraît un point très important. Troisièmement, la francophonie, ça a été abordé tout à l'heure, mais je voudrais rajouter un aspect dont j'ai eu l'occasion déjà de vous parler dans des commissions successives, c'est l'audiovisuel extérieur, qu'il ne faut pas oublier parce qu'il est extrêmement important pour le développement de l'information sanitaire, par exemple, mais aussi pour l'éducation et l'enseignement, et pas seulement du français. Merci. Merci, Joëlle. Enfin, en visio, André Guiol, qui allume son micro. Ça y est. Bonjour, Président. Bonjour. Monsieur le Ministre. Vous avez précisé, Monsieur le Ministre, qu'il existe des critères visant à mesurer les résultats de nos actions de solidarité envers les pays que nous soutenons, dans les domaines aussi importants que l'éducation et la protection de l'environnement. Ma question est donc, existe-t-il des indicateurs qui mesurent la manière dont la France est perçue par les populations de tous ces pays? Et je pense avec tristesse ce que j'ai ressenti quand j'ai pu voir des manifestations contre la France lors de tristes épisodes des caricatures, et qui gomme injustement la solidarité que souhaite insuffler notre pays. Merci. Monsieur le ministre, vous pouvez maintenant répondre à nos collègues. Parfois un peu dans le désordre, mais... Oui, c'est pas grave. Ça marche. Sur la question du pilotage, Madame Carlotti, je ne vois pas en quoi c'est compliqué. J'entends bien que j'entends cela se répéter. Le président de la République, il est dans son rôle de réunir une fois par an. Ça ne se faisait pas auparavant, mais je considère que c'est même très normal que ça se fasse. Les quelques ministres qui sont directement concernés pour dire voilà mes orientations. Il l'a fait au mois de décembre, ça a permis de débloquer beaucoup de choses. C'est pas un organisme d'action, c'est un organisme c'est un lieu d'orientation stratégique. Ensuite, vous avez le CICID qui est le lieu de la mise en œuvre de l'ensemble des politiques de développement. Et moi, je suis chargé de l'exécution. Ça me paraît simple. Et à côté de cela, vous avez le CNDSI, le CN des collectivités territoriales, le CNCD, qui permettent de donner des conseils, etc., mais auxquels je participe, je vais dans leurs séances.
pour écouter, et puis l'opération très concrète au niveau de chacun des pays concernés, c'est des pays géographiquement prioritaires que j'ai évoqués. Je rajoute en termes de gouvernance que l'AFD désormais est tenu de faire un contrat d'objectifs et de moyens, et dans ce contrat d'objectifs et de moyens, je fixe des cibles à l'AFD auxquelles elle doit répondre. Et je discute avec l'AFD, j'ai deux outils d'action, l'AFD d'une part et l'outil budgétaire d'autre part, qui est à la fois le 110 et le 209, plus le FSD d'une certaine manière, qui sont les outils d'action. Et à l'AFD, je pose des cibles, je ne les ai pas là, mais je pourrais vous les évoquer en séance publique aujourd'hui. Oui, et qui permettent pour moi de vérifier si l'AFD remplit bien son rôle globalement. Je suis un peu plus circonspect sur ce que proposait M. Canevet tout à l'heure, c'est d'avoir une gestion décentralisée de l'AFD. Pour l'instant, je trouve que c'est prématuré, pour des raisons que M. Combeau comprend très bien. Et donc, je trouve qu'il faut mettre en place d'abord les outils locaux, et je vais y revenir parce que M. Lenay m'a interrogé sur ce point. Mais l'essentiel, c'est que dans le contrat d'objectifs et de moyens que je vais transmettre au Sénat, puisque je souhaite que ces deux contrats d'objectifs et de moyens, ces contrats soient vus par les deux assemblées, contrat de l'AFD, contrat de l'AFD avec le Quai d'Orsay, donc avec le ministre de tutelle, voilà, et le ministre de l'économie et des finances. Mais voilà les objectifs que l'on donne, et je discute avec le directeur général de l'AFD du ciblage et c'est 48, je crois, de mémoire, 48 cibles que l'AFD doit remplir dans son contrat d'objectifs et de moyens, dont la question des femmes, dont la question de l'éducation des filles, pour reprendre ce que disait Joël tout à l'heure. Donc ça, c'est un point très important. Donc, moi, je ne vois pas de souci majeur sur je crois que c'est plutôt de la mise en clarté de la chaîne de décision à tous égards. J'ai plutôt l'avis contraire de ce que vous évoquez, mais ça m'incite à faire attention. Je pense, Monsieur le Ministre, si je m'en tiens aux nombreux sujets qu'on a évoqués sur ce point-là, de tous ces conseils, le tout, c'est que ça ne ralentisse pas les opérations, si vous voulez, parce qu'il y a toujours des comités et des conseils dont l'avis doit être sollicité avant que ça démarre. Ce qui fait que quand, par exemple, on va prendre des choses qui ne visent pas l'administration française, mais vous allez au Fonds européen de développement, 1 euro qui a été décidé cet après-midi arrive dans 4 ans et demi ou 5 ans dans le village en question. Parce qu'il y a toute une série absolument invraisemblable de consultations, d'échelons, de signatures, etc. etc. C'est ça le sujet. Moi, personnellement, ce sont des gens extrêmement compétents. Beaucoup sont là à titre bénévole, font un très bon travail. Mais que ce ne soit pas un tel empilement, toute chose égale par ailleurs, inspirons-nous de la situation sanitaire pour en tirer des leçons sur le reste des administrations. Je rebondis, on est dans une conversation. Là, il y a vraiment 3 sujets sur l'intervention. J'ai souhaité renforcer l'aide humanitaire et l'intervention en situation de crise. On ne l'a pas évoqué, on va aboutir à, normalement, en 2022, à 500 millions d'euros, je dis ça de mémoire, mais je crois que c'est ça, de mobilisation financière immédiate là, c'est le centre de crise qui le fait, et il ne le fait pas directement, il le fait lui aussi avec des acteurs. Mais cet argent-là, il est disponible tout de suite, et il peut le faire avec une ONG qui, par ailleurs, sera éligible à l'AFD après sur un autre sujet. Mais il le fait immédiatement, donc il faut vraiment qu'on garde cette idée-là. C'est tout à fait indispensable. Quand on dit, par exemple, là, on va mettre 50 millions d'euros pour la partie syrienne, je pense à ça parce que c'est très récent pour moi, là, sur le nord-ouest syrien. Bon, bah ça y est, c'est immédiat. Le centre de crise du Quai d'Orsay s'en occupe et diligente les choses.
Sur les questions de développement, c'est obligatoirement plus long. Et après, je viendrai sur la partie intermédiaire. Parce que quand on veut faire l'Institut Pasteur de Dakar, le bâtiment nouveau que j'évoquais tout à l'heure, ça suppose un certain temps. Il faut identifier les acteurs. Quand on fait le TER de Dakar pour rester au Sénégal, ce qui est une action de développement, c'est une infrastructure, ça prend du temps parce qu'il faut respecter des normes, etc., pour faire des études. C'est généralement un peu long quand même. Et donc, je souhaite qu'on fasse de l'accélération des processus. Mais, inévitablement, ça ne peut pas se faire dans la réaction du moment. Mais il faut accélérer les procédures pour qu'un projet initié n'attende pas 4 ans ou 5 ans avant de se mettre en œuvre. C'est vrai pour l'AFD, mais c'est vrai pour aussi les différents fonds auxquels vous faites référence, y compris au niveau européen. Et puis, il y a le sujet central pour moi, là, maintenant, c'est la phase intermédiaire, qu'on appelle phase de stabilisation. Il faut qu'on soit, les acteurs du développement, beaucoup plus réactifs sur la phase intermédiaire. La phase de stabilisation, c'est généralement après les crises. Donc, c'est pas tous les pays en développement, c'est les pays où il y a eu des crises, voire des conflits, voire des guerres civiles, voire des affrontements, etc. Et là, je trouve qu'on n'est pas assez bon. Et nous avons donc décidé de mettre en place dans ces pays-là aussi un outil d'accélération pour qu'on soit au rendez-vous. Et là, ce n'est pas uniquement pour la France, c'est pour l'ensemble des acteurs. On ne peut pas avoir le temps pour ça. Il faut faire de la réaction immédiate. Quand vous avez l'aide humanitaire, c'est l'alimentation, le service de santé immédiat, etc. Et puis, dans la stabilisation, vous avez l'école. Immédiatement, enfin presque immédiatement. Il faut la reconstruire, il faut un petit peu de temps, mais il faut avoir une accélération possible dans cette dimension qui est tout à fait essentielle. Ce qui m'amène aussi à une trajectoire. Je crois que j'ai répondu avec les incertitudes. Mais bon, on a fait une loi de programmation a posteriori, mais elle a l'avantage d'avoir permis une mobilisation progressive des financements, parce que je ne vais pas vous faire un inventaire des progressions de chiffres, mais enfin, c'est quand même pas si mal, quoi, depuis 2017. Je ne vais pas revenir sur le passé, mais quand on est passé de 0,38 à... On est à 0,44 l'année dernière, on va être à 0,50, plus que ça cette année, ça se compte en milliards d'euros supplémentaires. Donc c'est du palpable, identifiable, et je pense que l'ensemble des acteurs du développement le reconnaissent. Et sur les... Puisque je parlais de milliards, dans les pays les moins avancés, concernant les 19 pays, on est à 1 milliard de plus en 2019, en 3 ans, qu'au début. 1 milliard d'euros de plus disponibles en dons. Alors, c'est vrai que lorsque, je reviens sur une observation, je sais de qui tout à l'heure, lorsqu'on fait la comparaison au sein de l'ensemble de l'aide publique au développement, on a des pourcentages qui sont effectivement insatisfaisants dans l'état actuel des choses, même s'ils sont en progression. Mais vous comptez dans tout cela l'écolage des étudiants chinois, vous comptez dans tout ça d'autres dimensions. C'est la Turquie qui était en tête en 2019 de tous les pays destinataires, ce qui était quand même assez... Enfin, ça tombe. Oui, mais il y avait des raisons à ça. Oui, certes. C'est que, par exemple, les fonds qui permettent de soutenir les réfugiés qui sont en Turquie, qui s'appellent les fonds FRIT, ça ne s'invente pas, FRIT, ça rentre là-dedans. Donc, vous voyez, il faut vraiment avoir une bonne clarification sur les chiffres. Qu'est-ce qui est de l'APD? Mais ça revient à l'intervention du rapporteur tout à l'heure. Qu'est-ce qui est directement pilotable par nous? Et puis qu'est-ce qui est des éléments qui ne sont pas contrôlés directement par le ministère des Affaires étrangères ou le ministère du Développement, comme vous le voulez, et qui contribuent à faire qu'il y a des évolutions de pourcentages différentes. Mais notre progression dans tous ces domaines-là est assez spectaculaire. Et je crois vous l'avoir dit, mais je le redirai éventuellement en séance publique. Sur la francophonie, Monsieur Folliot, c'est tout à fait essentiel. C'est dans le texte du projet de loi, en particulier
le contrat de partenariat, il est indiqué l'importance de la francophonie, la priorité à la francophonie, et nous pouvons constater par ailleurs que sur les 19 pays prioritaires, la grande majorité sont francophones. Donc sur la partie programme de PME, partenariat pour l'éducation, c'est les fonds qui sont affectés dans les pays francophones pour le développement de l'éducation sont des fonds qui indirectement sont aussi affectés au développement de la francophonie. Il y aura, c'est essentiel de se battre pour la langue française. C'est un élément d'influence considérable. Et c'est aussi un outil dans l'enseignement. Il faut continuer à se battre dans cette direction. Il y aura un sommet de la francophonie normalement cette année ça se réunit tous les 3 ans en Tunisie, si du moins la situation sanitaire et politique nous permet de le tenir dans les bonnes conditions. Moi, je veux dire un point à M. Lenay qui me préoccupe. Il a fait des observations, des constats plus que des questions. Enfin, 2 points qui me préoccupent dans ce qu'il a dit. 3 même, parce que ça a été repris après. Une des conséquences, pour moi, de l'orientation qui est prise dans le cadre de cette loi de développement, c'est de faire en sorte que la filière développement au Quai d'Orsay, la filière professionnelle, soit revalorisée, soit mieux prise en compte et soit considérée comme, par les agents du Quai d'Orsay comme une filière d'avenir, une filière de carrière, et non pas une filière de seconde zone. D'où moi, je suis satisfait que la personne que j'ai nommée comme directeur général de la mondialisation soit un ambassadeur titré, qui a par ailleurs avant été ambassadeur au Brésil, parce que ça montre que cette continuité de carrière, elle existe aussi mais c'est l'inverse aussi qui compte. Si quand on va à la direction générale de la mondialisation, on fait carrière diplomatique après. Il n'y a pas faut que ça devienne une filière noble, parce qu'essentielle, et parce que déterminante. Ce qui veut dire aussi que dans les postes, on renforce la formation des COCAC qui ont aussi cette responsabilité, que ce soit considéré comme une filière noble. Parce que sinon, on peut être amené à sous-valoriser l'action de développement de notre pays, et il faut au contraire la valoriser et faire en sorte que ce soit conçu comme un élément de la diplomatie française. Je redis, un élément de la politique étrangère. Ce n'était pas le cas avant, ça n'a jamais été dit, que la politique de développement, c'est un élément de la politique étrangère. Auparavant, c'était un truc à part. Alors, ça a peut-être quelques inconvénients. Ça veut dire que si c'est un élément de la politique étrangère, c'est que ça veut dire que c'est dirigé. Mais oui, on est dans une bataille d'influence permanente. Puisque, en plus, M. Lenay m'a interrogé sur les concurrences et sur la visibilité. Oui, et je pense qu'on est trop timide dans la visibilité. Quand même, je crois que j'ai plus les chiffres en tête là, mais je vous les dirai au moment du débat, y compris sur la question des vaccins. C'est pas parce qu'on met quelques milliers de vaccins sur un tarmac en Afrique qu'on a réglé la question vaccinale africaine. La question vaccinale africaine, elle se réglera par l'initiative COVAX, dont je vous ai déjà parlé, qui permettra de mobiliser 2 milliards de doses à la fin de cette année, et qui permettra d'être utilisé par le système qui est mis en place, c'est Gavi, qui permet de diffuser les vaccins dans les pays concernés. Il ne suffit pas que les vaccins arrivent, il faut qu'ils soient ensuite... Il y a la question française sur laquelle je ne reviendrai pas, mais il est indispensable de considérer que l'immunité sera globale ou elle ne sera pas. On commence à se dire on va avoir l'immunité nationale, très bien, mais bon, il ne suffit pas d'avoir l'immunité nationale, il faudra aussi avoir l'immunité globale. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a sur le tarmac de Dakar des vaccins Sinopharm ou des vaccins Sputnik qu'on a réglé la question vaccinale. J'appelle ça des opérations de propagande. Mais nous, on ne sait pas faire. Et donc, on donne l'illusion
que dans ces pays, ça va être le vaccin Sputnik, pour lequel j'ai beaucoup de respect, et le vaccin Sinopharm, pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui va régler la question vaccinale. C'est pas vrai. Il y a 10 000 doses de vaccin Sputnik ou Sinopharm dans tel pays, mais il a commencé à y avoir d'ailleurs déjà, puisqu'il y a 65 pays qui ont été, 100 pays qui ont déjà bénéficié de COVAX, qui vont avoir cette progression très significative, et là, on aura eu les échantillons. C'est une politique d'échantillons. Bon. Mais c'est comme ça que certains mènent leur politique d'influence. C'est pas notre manière de faire, mais sans doute avons-nous le défaut de ne pas le faire savoir suffisamment, y compris dans des actes de communication. Alors, je parle de l'exemple des vaccins, mais on pourrait prendre d'autres exemples qui affichent notre présence. Et je pense qu'on a un problème de lisibilité globale, y compris européen sur l'ensemble de l'aide au développement, sur lequel il nous faut agir beaucoup plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Expertise France, Monsieur Young, parce que c'est indispensable que nous ayons globalement une offre, quand il y a eu demande d'un pays, qui soit à la fois une offre qui permet d'avoir une offre de prêt, une offre de don et une offre d'expertise. C'est ce que font les autres acteurs dont parlait Jacques Lenay tout à l'heure. Nous, il faut qu'on arrive dans notre bagage avec l'ensemble. Mais il faut en même temps, d'où le fait que Expertise France rejoigne le paquet AFD, mais ce n'est pas une filiale de l'AFD comme peut l'être Proparco, qui est un organisme spécifique qui, lui, travaille avec les entreprises privées, de privé à privé. Parce que nous voulons aussi que Expertise France garde une certaine forme d'autonomie pour passer des commandes à Expertise France de manière séparée, mais que ça reste dans l'ensemble de l'AFD pour être en situation de répondre très rapidement à des demandes qui sont formulées ou des identifications de projets qui peuvent être effectués en apportant la garantie technique nécessaire. C'est ce que nous faisons déjà, mais il faut le faire mieux et plus efficacement avec Expertise France. Et donc le processus qui est proposé, c'est de permettre... on ne fait pas de filialisation. On a un dispositif qui permet l'autonomie d'Expertise France dans le champ d'action de l'AFD, ce qui permettra aussi de passer des commandes directes à Expertise France sans avoir automatiquement le passage par l'AFD. Je rajoute qu'il a été décidé de doubler le nombre d'experts. Nous avons aujourd'hui 140 experts techniques internationaux et nous allons doubler le nombre d'experts pour être en situation de pouvoir répondre à une demande immédiate qui ensuite entraînera la mobilisation d'Expertise France, de l'AFD sur tel ou tel projet. Et c'est une bonne manière de répondre à la pénétration d'autres acteurs, en particulier sur le territoire africain. Sur M. Cadix, sur l'état de droit, il y a dans le texte un dispositif qui permet d'identifier l'exigence de vigilance des entreprises et de leurs filiales à l'égard d'acteurs qui ne respecteraient pas les principes fondamentaux des droits humains. Je pense qu'on l'a fait pour le Xinjiang, on peut le faire aussi pour d'autres pays. Donc je pense que cette conditionnalité-là est tout à fait prise en compte par les orientations que nous initions sur la politique de développement, et en particulier pour éviter que des entreprises qui ne respectent pas ces fondamentaux puissent bénéficier éventuellement de prêts que nous serions amenés à faire à d'autres pays. Là, comme je suis en audition publique, je n'en dis pas plus, mais ce point-là est très très important, et la vigilance à cet égard est essentielle. D'une certaine manière, le fait qu'il y ait maintenant un comité ad hoc par site autour de l'ambassadeur permettra aussi d'être vigilant sur cette question, puisque il y aura aussi non seulement le responsable de l'AFD, le COCAC, mais aussi le responsable des services économiques qui siègent autour de cette instance. Joël, sur vos observations
concernant les femmes, je crois que c'est en plus dans le texte. Hein. C'est pas dans le texte? Si, il me semblait bien qu'on avait. Oui, non, mais ça, on a insisté sur cette prise en considération. Hein. Et les enfants aussi, oui, c'est fait l'objet d'une discussion particulièrement significative. Sur les conseillers des Français de l'étranger, ils sont prévus dans le Conseil local de développement. Je voulais avoir le texte, mais c'est dedans. Hein? Paragraphe 117. Oui. J'ai pas compris exactement la question de M. Guillol, parce que j'étais du sénateur Guillol. Cher André Guillol, est-ce que vous pouvez repréciser votre question au ministre? Oui, c'est suite à la perception que je vois de notre pays lorsqu'on a eu le problème des caricatures. Et je mets en parallèle l'action que mène la France en termes de solidarité. Est-ce que nous avons un critère qui mesure le taux de satisfaction, on va le dire comme ça, des populations, leur adhésion à notre action? Est-ce qu'ils le savent au niveau de la population? Est-ce qu'ils le perçoivent? Et est-ce que la France, justement, retrouve ses dividendes? Merci. En termes d'image, mais ça dépasse largement la question du développement. En termes d'image, on a un combat permanent à mener face à des destructeurs d'images qui utilisent les fake news ou qu'on ne sait pas c'est pas automatiquement des fake news, mais qui utilisent les réseaux sociaux pour nous détruire. Il y a des acteurs très spécialisés. Donc c'est un combat, en particulier en Afrique, où nous avons mis en place des dispositifs de contre-influence, y compris sur les réseaux sociaux, pour éviter ces dérives-là. Ce qui joue aujourd'hui sur le fait que, en gros, on pourrait dire, les anciens colonialistes ne peuvent pas prétendre à être nos acteurs du développement de notre pays. Ce refrain-là est assez parfois repris par un certain nombre de puissances qui veulent s'installer dans les pays où nous avons de l'influence. C'est pour ça que je commençais mon propos tout à l'heure par dire que l'influence était un outil de puissance, mais c'est aussi le développement, c'est un outil de développement des valeurs, et ça rentre dans la conflictualité des modèles auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans le monde entier. C'est une forme de conclusion, Monsieur le Président.